nouveau ici, tenseur géométrique. Alors les tenseurs, on va en entendre parler pas mal, hein. C'est un des outils de base de la relativité générale. Là encore une fois, le but ça ne va pas être de faire des experts des tenseurs, mais il faudra qu'à un moment ou un autre je vous parle de ces choses-là, ce sera la prochaine fois. Là je mets dans le titre parce qu'il se trouve que l'objet qu'on va introduire est un tenseur, donc autant le dire maintenant, mais je ne peux pas vous dire en quoi ça en fait, ce qui en fait que c'est un tenseur. Bref. J'ai écrit tout à l'heure que l'intervalle était donné par C2 dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2. Ce que je peux aussi écrire, si j'introduis les variables xi de tout à l'heure, c'est xi0 au carré, dxi0 au carré, plus dxi1 au carré. Je vais mettre des parenthèses parce que les indices, ça ne fait pas beau. dxi2 au carré, et il y a un moins ici, il y a un moins là, et il y a un moins là, dxi3 au carré. Hein, je vous rappelle que xi, c'est les coordonnées temporelles et spatiales dans le référentiel inertiel qu'on a considéré le référentiel en chute libre. Ça, je vais le noter d'une manière un petit peu différente. Je vais le noter comme ça. Alpha, bêta, état, alpha, bêta, dxi, alpha, dxi, bêta. Ça semble un petit peu compliqué, mais vous allez voir que ça va jouer un rôle dans la suite. Ou, comme tout à l'heure ici, on a une sommation sur les indices alpha et bêta. Et ce que j'ai appelé alpha, état, alpha, bêta, c'est une matrice 4-4 qui est assez simple, hein, avec 0, moins 1, moins 1, moins 1, avec des zéros partout ailleurs. Donc vous voyez, hein, le fait qu'il y ait un 0 ici, hein, ça veut dire que si je multiplie ici le terme pour lequel alpha égale 1 et bêta égale 2, donc ça va être, pardon, ici ça serait alpha égale 0 et bêta égale 1, et ben, ici le état vaut 0, donc ça fait 0. Il n'y a pas de terme là-dedans en dxi 0, dxi 1. Donc les seuls termes qui sont non nuls, c'est la diagonale, c'est-à-dire il faut que je multiplie les grandeurs ici pour lesquelles les deux indices ici sont égaux. Quand ces indices égaux sont égaux à l'indice 0, j'ai plus 1 ici en facteur. Quand les indices ici sont égaux et sont égaux à 1, 2 ou 3, j'ai ces membres-là de cette diagonale-là, et donc j'ai des signes moins qui sont là. Voilà. Je l'ai écrit comme ça parce que c'est pour la transformation qui va suivre, donc ça sera beaucoup plus facile de le faire, sous cette forme-là. Ce que je voudrais écrire maintenant, c'est la forme que prend ce dτ2 dans l'autre référentiel en fonction des x et non plus des xi. Et je vous rappelle que, on a écrit tout à l'heure, que dxi alpha, ça s'écrivait en fonction de dx mu, comme d rond xi alpha sur d rond x mu, dx mu. Encore une fois, ce que j'ai fait ici, c'est que je dis vraiment que la différentielle de ça, elle est donnée par la différentielle de ce dont ça dépend, c'est-à-dire ça, xi alpha, c'est une fonction implicite des différents x, et donc si je veux dériver xi alpha, il faut que je dérive tous les x, et que j'ajoute les différentes dérivées de cette manière-là. Donc dxi alpha est donné par ça, et je vais le remplacer dans l'expression qui est au-dessus. Donc je vais remplacer dxi alpha par ça, c'est parti. Donc, alpha, bêta, je le copie bêtement. Dxi alpha, j'écris ce qui est là-haut. D rond xi alpha sur d rond x mu fois dx mu. J'éloigne lui parce que je vais faire pareil avec dx bêta ici. Dx bêta, je peux faire exactement la même chose. Dxi bêta, je peux aussi l'écrire comme d rond xi bêta sur un x. Et puis je vais mettre ici un indice muet. Alors je ne vais pas remettre mu, parce que l'expression qui est ici, je voudrais la mettre dans la formule qui est là. Et si on a 4 fois l'indice mu dans la formule, on ne comprend plus rien. Les indices répétés, il faut qu'on ait 2. Donc l'indice muet ici, je vais l'appeler nu plutôt que mu. Et ça, je le reproduis dans la formule du bas ici. Donc je remplace dans l'expression qui est ici le dxi bêta par ça. Ça donne du coup dxi bêta sur d rond x mu fois dx mu. Et la quantité qui est ici, tout ça, on lui donne un nom. Ça, c'est ce qu'on appelle G mu. Ça s'appelle
s'appelle le tenseur métrique. Ça, c'est vraiment l'objet central de la relativité générale. Il est central pour plein de raisons. On va en voir quelques-unes là. Je peux déjà vous les énumérer. Vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est important. G mu nu, il est important parce que d'une part, il fait la relation entre les coordonnées ici et l'intervalle, et en particulier avec les distances aussi. Donc ça nous dit ça quand on connaît les coordonnées d'un corps, c'est grâce à G mu nu qu'on peut savoir quelle est la distance qui les sépare. C'est pour ça que c'est un tenseur métrique. Il est métrique parce qu'il nous donne des informations sur la distance. Il se trouve aussi, et c'est ça qui n'est pas du tout évident, que G mu nu, en fait, c'est le potentiel gravitationnel. C'est-à-dire que c'est la grandeur qui, quand on prend gradient, donne la force gravitationnelle. Là, on ne voit vraiment pas d'où ça sort, mais je vous assure que c'est le cas. Donc c'est en ça que lui va jouer un rôle vraiment super important. Le but de la relativité générale, c'est de déterminer ce G mu nu. En parenthèse, les différentes opérations avec les indices, là, on appelle ça des fois la géminustique. C'est à cause de lui, là. Alors, donc, il est défini de cette manière-là. Je vais préciser un petit peu ce que je viens de dire sur l'aspect métrique ici de ce tenseur, ce que ça veut dire que ça. Dans un espace, par exemple l'espace à 3 dimensions qui nous entoure, quand on a les coordonnées d'un point, en fait, ça ne dit pas grand-chose sur la distance qui sépare. Quand on a deux points et qu'on a les coordonnées, ça ne dit pas grand-chose sur la distance qui sépare les coordonnées, qui sépare les deux points. Je l'écris de manière un peu plus explicite. J'ai un point A de coordonnées 1, 7 et 3. J'ai un point B de coordonnées 1, 2, moins 4 et 8. Si on est en coordonnées cartésiennes usuelles, là, oui, la distance c'est facile, la distance c'est ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, un point racine carré, ça fait la distance. Si maintenant on est en coordonnées sphériques par exemple, si ça c'est un rayon, si ça c'est l'angle θ et ça c'est l'angle φ. C'est un petit peu plus compliqué déjà la relation entre les coordonnées et les distances. Imaginez que je prenne ici par exemple, je prends ici l'angle π, ici 1, 7 et 3π. Ces points-là, ils sont confondus en coordonnées sphériques. Pourtant, leurs coordonnées ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'ici, on a un delta de la troisième coordonnée qui est non nul. De manière générale, quand on a un système coordonné qui n'est pas cartésien, on prend un système coordonné le plus général possible. Si on se donne juste les différences de coordonnées, ça ne dit pas grand-chose sur les distances. En fait, il faut une image qu'on peut avoir de ça, c'est même le long d'une ligne, c'est les numéros qu'on donne aux maisons. Dans une ville, si je vous dis un tel habite dans la rue de la République au numéro 7 et un tel habite au numéro 13, ça ne vous dit rien sur la distance qui les sépare. Quelqu'un qui est au 3 et un autre qui est au 17, ça se trouve, ils sont plus près que quelqu'un qui est au 17 et au 19. Si entre le 17 et au 19, il y a un terrain de foot qui a été construit. Les coordonnées, c'est juste des nombres. Pour passer des nombres aux distances, il faut quelque chose, un objet mathématique, et c'est précisément ça que fait le tenseur métrique. Le tenseur métrique, vous lui appliquez ici des différences de coordonnées entre deux points, et paf, ça vous donne un nombre. Alors ici, c'est un détour carré, c'est un intervalle, donc c'est un truc un peu plus général qu'une distance, parce que ça peut être aussi bien positif que négatif que nul. Mais si on est dans un espace à 2 dimensions et dans lequel il n'y a pas de temps, par exemple juste un espace, un espace-temps, et bien ça, là, tout ça, ça va être des coordonnées du type que vous connaissez, et la grandeur kt, ça va être la distance entre les points. Donc le tenseur métrique ici, c'est vraiment lui qui vous permet de passer des coordonnées aux distances. Et tant que vous n'avez pas ça, tant que vous ne connaissez pas le tenseur métrique, vous ne savez rien dire sur les distances. Si vous rembobinez un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que G mu nu, attention, ça va être le champ gravitationnel. Encore une fois, vous n'avez aucun moyen de comprendre pourquoi, mais faites-moi confiance, c'est le cas. Ça vous dit que c'est le champ gravitationnel qui, à coordonnées données, vous dit quelle est la distance entre les points. Si vous avez deux points qui ont certaines coordonnées, celle-là par exemple, avec un champ gravitationnel et des points qui ont les mêmes coordonnées avec un autre champ gravitationnel, ça va changer G mu nu, ça va changer la distance entre les corps. La présence d'un champ gravitationnel change les distances entre les corps. Quand je dis distance, attention ici, on est en relativité, ça peut être aussi l'écart temporel d'ailleurs. Donc le temps écoulé entre deux événements dépend de la présence d'un champ gravitationnel ou pas, via ce G mu nu ici aussi. Donc il est central parce que c'est le champ gravitationnel et parce qu'en fait c'est lui qui va nous permettre
d'aller des grandeurs mathématiques qui sont les coordonnées aux grandeurs physiques mesurables. D'accord ? Et ça, c'est une difficulté un petit peu de la relativité. Ça, je voulais le dire à la fin, mais je peux le faire tout de suite. Ça veut dire que c'est difficile déjà de poser les problèmes en relativité générale. Par exemple, le problème à deux corps. Vous avez la Terre et puis vous avez le Soleil. Vous voulez savoir comment la Terre tourne autour du Soleil. Ce que vous faites en mécanique newtonienne usuelle, c'est que vous dites, je vais prendre la Terre, par exemple, qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et puis la lancer avec une certaine vitesse dans cette direction-là, et puis voir comment, soumise aux forces, elle bouge autour du Soleil. Je résous les équations du mouvement. En relativité générale, vous n'êtes même pas capable de faire ça, parce que vous n'êtes pas capable de dire je vais mettre la Terre à 150 millions de kilomètres du Soleil. Parce que dire 150 millions de kilomètres, ça veut dire que vous connaissez le tenseur métrique, que vous êtes capable d'exprimer des distances, et donc que vous connaissez le champ gravitationnel. Or, le champ gravitationnel, il est lui-même lié au mouvement lui-même des différents corps. Donc le problème, il se mord un petit peu la queue, en fait. On ne peut pas exprimer le mouvement tant qu'on n'a pas le G mu nu, et on ne peut pas avoir le G mu nu tant qu'on n'a pas résolu complètement le problème. Donc il y a une difficulté ici qui est un peu supplémentaire, enfin une difficulté en plus par rapport au cas d'habitude de la physique newtonienne. Ça, on y reviendra là. Si ce que je viens de dire là, c'est pas clair, on le reverra exemple en main un petit peu plus tard. Alors, oui, on aura besoin de deux choses, une propriété et puis une définition. Cette quantité-là, le G mu nu, elle est symétrique sur ces indices mu et nu. C'est-à-dire que si j'échange mu et nu là-dedans, ça change rien à rien en fait. Ça change. Donc j'inverse ici mu et nu, du coup avec son mu je le mets avant, pas je change l'ordre, ça revient au même ici. Et pareil pour ce terme-là en fait. Donc on voit tout de suite sur la formule que G mu nu est égal à G nu mu. Donc la matrice 4,4 qui représenterait G mu nu, qui serait plus compliquée que celle-là en général, elle est symétrique. Ça interviendra pour simplifier les calculs. Et je vais aussi avoir besoin tout de suite après de l'inverse de G mu nu, et je vais le noter comme ça. Là aussi, ça c'est une notation qui est vraiment très standard en relativité générale et qui simplifie énormément de calculs. Il y a des raisons profondes de noter ça comme ça, on y viendra plus tard quand on verra les tenseurs. Et simplement, ce que ça veut dire, c'est l'inverse de G mu nu. C'est vraiment au sens des matrices, c'est-à-dire que si je fais G mu alpha, G alpha mu, avec une sommation ici sur le alpha, ça fait delta mu, ça fait le symbole de Kronecker. Vous vous rappelez les matrices, comment ça marche le produit matriciel quand on fait le produit de matrices. Le produit IJ de deux matrices A, c'est donné par somme de AIK fois BKJ, et c'est la somme sur K, où ça serait une matrice A, ça une matrice B, ça c'est le produit. Donc en fait, ici, si on utilise la convention de la sommation implicite sur les indices répétés, ça je ne l'écris plus. Et puis l'inverse ici, il se trouve qu'on l'écrit avec des indices en haut pour se rappeler que c'est l'inverse de G. Ça c'est juste une notation, et donc c'est bien la même chose que ça. Voilà. Au sens du produit matriciel, G mu nu et l'inverse ici de G mu nu, on écrit ça comme ça. Et alors, pour terminer, donc, il y a juste un autre calcul que je voudrais faire. Très bien, c'est parfait au niveau du timing. Et c'est pas foutre mon plan en l'air non plus. Donc, très bien. On a écrit à deux reprises des grandeurs qui dépendaient de d rond x, d rond xi sur d rond x. Voilà, on a des grandeurs comme ça qui sont intervenues à deux moments. Ça c'est un si, quand même que je vais transmettre bien. On a vu que ça intervenait dans G mu nu. G mu nu, je l'ai écrit tout à l'heure comme de cette manière-là. Je vais écrire d rond x mu, d rong xi, bêta sur d rong x nu. Et ça intervenait aussi par ailleurs dans la grandeur gamma, j'avais l'unité bêta mu, qui était donnée par d rond xi bêta sur d rond x, non, justement, c'est un x en d rond x bêta
sur déronxi lambda, par exemple, déronxi lambda sur déron x mu, déron x mu. Voilà. Tout à l'heure, hein, quand j'ai écrit l'équation des géodésiques, à un moment j'ai écrit ça, j'avais peut-être mis un autre indice que lambda, mais il est muet, donc on s'en fout, voilà, c'est même ici que là, il y a une somme répétée sur cet indice-là. Ces deux grandeurs-là dépendent des dérivés d'un jeu de coordonnées par rapport à l'autre. Et ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on va exprimer gamma mu nu bêta en fonction de g mu. On va le faire parce que, encore une fois, g mu c'est vraiment la quantité centrale, c'est elle qu'on va arriver à déterminer dans certains problèmes physiques particuliers. Et donc, du coup, une fois qu'on l'aura, on pourra déterminer cette grandeur-là qui détermine le mouvement des corps dans l'espace-temps de manière simple, sans avoir à repasser par cette expression-là. En gros, on va très souvent avoir accès à g mu nu, mais pas forcément facilement aux grandeurs qui sont là-dedans, aux dérivés d'un coordonné par rapport à l'autre. Donc voilà, le but du calcul qu'on va faire maintenant, c'est d'écrire cette grandeur-là en fonction des g mu. Le calcul, il est un petit peu, j'allais dire, long techniquement, il n'est pas très long. Il y a juste une astuce, en fait, il faut savoir le faire, je pense qu'on n'invente pas comme ça, donc il faut juste me suivre, je vais vous indiquer la technique à suivre pour ça, et le calcul, il se déroule assez facilement. Je vais dériver cette expression-là par rapport à une variable x, par rapport à x alpha, pas alpha c'est par rapport à x lambda. Donc je vais avoir la dérivée de g mu nu par rapport à x. Quand je vais dériver ce terme-là, j'ai aussi un produit, je vais avoir deux termes. Ces deux termes vont faire intervenir la dérivée seconde de xi par rapport à x, fois la dérivée première de xi, et puis par ailleurs, le deuxième terme de la dérivée va faire intervenir ça, fois la dérivée seconde de xi par rapport à x. La dérivée seconde de xi par rapport à x, c'est précisément ce terme-là. Donc en dérivant ici g par rapport à la variable x, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça, et on va aller le remplacer là-dedans. Donc je le fais en fait, vous verrez mieux plutôt que de vous dire comment le faire, vous allez le faire. Et ce que je vais quand même commencer par calculer, je vais prendre g alpha mu et je vais dériver ça par rapport à x nu. C'est comme les sudoku, hein. Au début on n'y arrive pas, on ne comprend rien, on est complètement largué, et au fur et à mesure qu'on en fait, ça devient vraiment, il y a des choses qui deviennent mécaniques, et vous allez voir que ça... Je ne vais pas beaucoup réfléchir en fait dans ce que je vais faire dans le calcul, il faut juste être un petit peu minutieux. Donc on va calculer la grandeur qui est ici. Et pour ça, je vais écrire tout d'abord, donc il ne faut pas se tromper dans les indices. Donc j'ai nulle part ici l'expression de g alpha mu, j'ai juste l'expression de g mu nu, donc je vais commencer par écrire l'expression de g alpha mu, sous une forme qui ne soit pas ambiguë. G alpha mu, si je remplace là-dedans, vous voyez que j'ai mu alpha, si je remplace nu par alpha, bêtement, ça va être complètement débile. Ça va me donner quelque chose que je ne comprends pas et surtout qui est inutilisable. Si je fais ça comme ça bêtement, pourquoi est-ce que ça ne va pas, ça? Qu'est-ce qui, dans cette écriture-là, fait qu'en fait, on ne comprend pas cette expression? Le alpha, il est répété 3 fois, là. Ici, le alpha, il était déjà pris. Il était déjà pris dans une somme implicite. Donc je ne peux pas ici appeler ça alpha, ça n'a pas de sens du point de vue des conventions que j'ai adoptées. Donc si je veux utiliser la relation qui est ici et écrire g alpha mu, je dis d'abord que tout à l'heure je pouvais intervertir mu et alpha, donc je vais le faire directement ici, c'est la même expression puisque le g ici est symétrique. Et puisque j'ai envie de mettre du alpha là-dedans, ben je vais l'enlever de cette expression-là. Donc devant vos yeux ébahis, je vais remplacer ici alpha par sigma, par exemple, voilà, et lui par sigma. Et je les ai remplacés les deux en même temps, c'est un indice muet, hein, j'ai le droit. Hein. J'avais implicitement somme sur alpha égale de là. Je remplace ça par somme sur sigma égale, et ces trucs-là, je les appelle sigma. Donc ici, j'ai absolument rien changé, j'ai juste appelé autrement un indice muet. Maintenant que j'ai écrit ça, l'indice, j'ai plus de alpha nulle part là-dedans, et ben le nu qui est ici et qui est là, ben je peux très bien l'appeler alpha, et je le fais ici. Et donc je vais prendre ça, je vais le mettre là-dedans. Ce que je veux, la dérivée que je veux calculer ici, c'est la dérivée de eta alpha sigma bêta, déronxi sigma sur déron x nu, déronxi bêta sur déron x alpha. C'est parti, je dérive
deux termes. Ça, c'est une constante. Vous vous rappelez que ça, c'est une matrice carrée qui contient 1, moins 1, moins 1, moins 1, avec des zéros partout ailleurs. Il n'y a rien qui dépend de la position. Ça, c'est une constante, je le sors simplement. Et j'ai un produit de deux termes à calculer, un produit de la dérivée j'ai la dérivée d'un produit, pardon. Donc je dérive ça, j'ai d'abord la dérivée de ça fois ça. Donc c'est parti, la dérivée de ça, ça fait d2 6 sigma sur d rond x nu, d rond x nu, que je multiplie par lui qui n'a pas été affecté dans un premier temps. Plus, je recopie le sigma, le état, plus lui fois la dérivée de lui. Et donc la dérivée du deuxième terme, ça fait d2 sigma, d2 xi bêta sur d rond x nu, d rond x alpha. La grandeur qui est ici, celle-là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'exprimer en fonction de gamma. Vous voyez que ça intervient ici. Donc j'ai ici gamma est égal à ça fois ce terme-là. Donc la dérivée seconde qui est ici, ça c'est un petit peu la même forme mais avec un indice différent. Je vais à partir de l'expression qui est ici, calculer celle-là. Donc pour ça c'est un peu la même manip que tout à l'heure. Ce que je voudrais finalement c'est lui là le faire passer de l'autre côté. C'est pas si simple que ça parce que je vous rappelle que comme le lambda est répété, là ici on a une somme de 4 termes. Donc je ne peux pas faire passer simultanément 4 termes de l'autre côté. Mais vous allez voir que formellement, ça va revenir quasiment au même. Ce que je fais ici, c'est que je multiplie par d rond xi. Donc je vais mettre ici un bêta, et là je vais mettre j'ai un sigma, tiens, il ira bien là, sigma, stop. Donc je vais multiplier les deux termes de cette équation par ça. Donc ça fait d rond xi sigma sur d rond x bêta. Et comme tout à l'heure, donc ici j'ai le même indice bêta et ici et là, donc il y a une somme sur les indices bêta, et comme tout à l'heure, ce terme-là, la somme sur bêta est ici, ça c'est égal à d rond xi sigma sur d rond xi lambda. C'est vraiment comme tout à l'heure. Ça, si je veux calculer bêtement la dérivée de cette grandeur-là, de cette coordonnée-là par rapport à celle-là, en se souvenant que xi dépend implicitement de x, la dérivée par rapport à ça, ça fait intervenir la dérivée par rapport à tous les autres x, donc on a quelque chose de ce type-là. C'est la même manip que tout à l'heure, et ça, il se trouve que c'est aussi égal à delta, c'est le delta de Kronecker, de sigma et de lambda, c'est-à-dire que la dérivée d'une coordonnée par rapport à une autre coordonnée du même jeu de coordonnées, c'est égal à 0, sauf si les coordonnées sont égales. Donc du coup, si c'est égal à delta sigma lambda, je peux réécrire cette expression-là en remplaçant sigma par lambda. C'est parti. Ça me dit que d rond xi lambda sur d rond x bêta gamma bêta mu nu est égal à, et tout ça, ça simplifie vraiment énormément, puisque je me retrouve avec simplement là-dedans d2 xi lambda sur d rond x mu, d rond x nu. J'ai vraiment juste le terme que j'ai entouré là, je l'ai remplacé par du delta, et du coup j'ai remplacé, comme on a un delta et de Kronecker ici, sigma par lambda, je l'ai remplacé là. Donc on a cette expression-là. Donc ça nous donne ici la dérivée seconde de xi par rapport aux différents x en fonction de gamma, c'est ce qu'on dit. Et bien c'est parti, lui là je vais le remplacer. Lui je vais ici le remplacer par cette expression donnée par ça. Vous êtes prêts? C'est là où il faut être un petit peu faire attention. Ça va avoir cette forme-là, ça va être d rond xi sur d rond x avec des indices que je vais mettre après, gamma avec un indice là et puis deux là. À vous de jouer. C'est quoi l'indice qui est ici? L'indice qui est ici. Oui. Sigma. J'entends sigma. Sigma une fois, sigma deux fois. Sigma, effectivement, c'est celui. L'indice là, c'est le même que celui qui est là. C'est celui donc, qui apparaît dans la grandeur qu'on dérive deux fois. Donc là, c'est effectivement sigma. Quel est l'indice, quels sont les indices qui apparaissent là et là, en bas? C'est mu nu, c'est ceux par rapport auxquels on dérive. Donc c'est mu nu. Et celui qui est là, c'est un indice muet. Je l'appelle bêta, mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment. Il est muet. Je vais laisser bêta, pourquoi pas. Non, attends, je vais l'appeler bêta. Il ne faut pas que je fasse le débile. Bêta, il est déjà pris là-dedans. Cette formule, il y a déjà une somme double sur bêta ici. Donc lui, il est réservé.
alpha est pris aussi, ben, je vais prendre rho. Bon, normalement, on aura assez de lettres grecques pour finir le calcul. Plus, je vais faire la même chose ici. Lui, là, ben, c'est parti. C'est aussi un déron xi sur déron x avec des indices à remplir après et un gamma. C'est parti. Le bêta qui est ici, du coup, c'est celui qui est ici. On a un indice muet qui est là. Je vais l'appeler rho aussi. Et les indices qui sont en bas, c'est ceux qui sont là, donc nu et alpha. Je réécris le bêta qui est ici, et surtout je réécris déron xi bêta sur déron x alpha. Là, je recopie bêtement juste les termes auxquels je n'ai pas touché dans le calcul. Et là, alléluia. Parce que ce terme-là, ça, on lui a donné un nom à ce truc-là. Ça, c'est un G quelque chose. C'est un G quoi? Muro. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'indication bas. Là, on a une somme sur cet indice-là qui est muet. Là-bas, c'était sigma, bah, là aussi d'ailleurs. Bêta, bêta, bah, c'est encore bêta, bêta, bah, c'est bien choisi en plus. Et du coup, ce qui reste, c'est mu et rho. Donc ça, c'est simplement G, mu, rho. Voilà. Bah, pareil ici, ça et ça. Et ça. Ça fait un G alpha rho, rho alpha. Et donc du coup, la dérivée ici de... Ben ça je vais l'écrire là, je vais le garder sous la main. La dérivée de G rho mu sur D rho x nu, c'est égal à G alpha rho gamma rho mu plus G mu rho gamma rho mu alpha. Ce qu'on cherche, je vous rappelle, on cherche gamma en fonction de G. Vous allez voir, et là c'est fini en fait, quasiment le calcul, parce que quand on a cette expression-là, on peut du coup écrire une autre grandeur qui est celle qu'on obtient en échangeant mu et nu. Si j'échange mu et nu là-dedans, vous allez voir pourquoi, hein, il y a des termes qui vont être les mêmes et qui vont simplifier dans l'équation. Donc là, il faut juste me faire confiance pendant 2 minutes. Donc j'échange mu et nu dans ces équations. Ça fait rho. Ici, bah, mu et nu, ils ne changent pas. Enfin, ils sont inversés, mais la grandeur qui est ici est symétrique. Plus G, j'échange mu et nu, donc le mu devient nu. Voilà. Et enfin, je vais en écrire un troisième, et c'est vraiment fini pour le coup. Dérivée de G mu nu par rapport à x alpha. Ça, on l'obtient à partir de la précédente en échangeant mu et alpha. Et ça fait G mu rho. J'ai dit que j'ai changé mu et alpha, donc lui il ne bouge pas. Et lui non plus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir fait ça? Parce que vous voyez que si je fais la somme des deux premières, je fais la première plus la deuxième moins la deuxième, il y a plein de trucs qui se simplifient. Si je fais plus ça et moins ça, vous voyez que ce terme-là et ce terme-là simplifient en la différence. Ça, c'est le même. Le terme qui est ici se simplifie avec celui-là. Et dans la somme, vous avez ça ici, ce terme-là apparaît 2 fois. Donc, quand je fais cette manip-là, j'arrive enfin à 2G alpha rho
gamma de rho nu est égal à, comme je dis, d rond de G nu alpha sur d rond x nu plus d rond de G nu alpha sur d rond x nu moins d rond de G nu sur d rond x alpha. Moi, ce que je veux, c'est juste lui, là, donc je vais déjà tout multiplier diviser par 2. Ça, c'est la partie la plus simple du calcul. Hop, 1/2. Et surtout, on veut se débarrasser de lui, bah, ça c'est facile aussi, parce qu'il suffit de multiplier par l'inverse de G, c'est pour ça que je voulais vous présenter tout à l'heure. Là, vous ne voyez rien, moi déjà, je vois rien, il y aura un rayon dessus. Jaune, c'est bien jaune. Je multiplie ça par G, par exemple, bêta alpha, et ici aussi. L'indice est répété ici, ça veut dire que ça donne une somme sur alpha, une somme implicite. Donc tout ça, c'est la matrice unité, hein, ça c'est l'inverse de ça. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est delta de bêta et de rho. Et donc je peux réécrire toute cette expression en enlevant ça, en remplaçant bêta, en identifiant bêta et rho dans les équations. Donc ça donne gamma bêta mu nu est égal à 1/2 de G bêta bêta alpha facteur de d rond G mu alpha sur d rond x nu plus d rond G nu alpha sur d rond x nu moins d rond G nu sur d rond x alpha. Donc ça c'est vraiment le truc promis, c'est-à-dire que ça va être intéressant pour la suite. C'est-à-dire que quand on a G, quand on a le G nu, ben en calculant ses dérivés et puis l'inverse de G, et ben on obtient comme ça la grandeur qui est ici. Alors on l'écrit de manière un petit peu plus légère. Vous avez vu que les équations peuvent être longues et pénibles. Donc on essaye au maximum d'avoir des trucs pour gagner de la place et gagner un peu de clarté. Ça là, cette grandeur-là, on l'écrit un peu différemment, la dérivée, comme ça, par rapport à une coordonnée. On l'écrit comme ça, d rond de G nu alpha par rapport à x nu. On l'écrit G nu nu, G nu alpha, virgule nu. Virgule nu, ça veut dire on a dérivé ça par rapport à x nu. C'est une dérivée partielle, hein, comme ça. Et donc, du coup, la grandeur qu'on cherche s'écrit 1/2 de G bêta alpha facteur de G nu alpha virgule nu plus G nu alpha virgule nu moins G nu nu virgule alpha. Il nous dit déjà quelque chose, ça, au moins de manière qualitative, cette expression. Vous vous rappelez que ça, là, c'est ce qui intervient dans la force gravitationnelle. La première fois que je l'ai écrit, je vous ai écrit la dérivée seconde de x par rapport à taux, à l'intervalle, et je vous ai dit, bah, vous voyez, le terme qui est là, ça peut s'interpréter comme la force gravitationnelle. Si ça, c'est la force gravitationnelle, vous voyez qu'elle fait intervenir effectivement les dérivées spatiales de G. La force gravitationnelle fait intervenir les dérivées spatiales de G. Or, la force, c'est la dérivée spatiale c'est le gradient, hein, c'est la dérivée spatiale du potentiel. Donc là, on commence à voir, oui, effectivement, G, on voit pourquoi il commence à jouer le rôle de potentiel. D'accord ? On va là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le calcul, je vais arrêter le cours ici pour aujourd'hui. Donc on termine sur un calcul, bon, c'est pas très grave, j'aurais aimé faire la suite, mais autant le faire calmement. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va se raccrocher quand même au monde dans lequel on vit, là, et à la physique que vous connaissez. On va prendre cette équation-là et en faire la limite, dans la limite des champs faibles, la limite non relativiste. On va voir ce que ça donne, ça, quand les champs sont faibles, quand les vitesses sont faibles. Et on va voir, en fait, que cette équation-là, avec l'équation des géodésiques, quand on met ça dans l'équation des géodésiques, on retrouve l'équation de Newton, F égale ma, avec, pour la force gravitationnelle, F égale à moins gradient d'un potentiel, où le potentiel est lié à G ici. Et en fait, on va commencer comme ça à voir des effets physiques, et notamment,
Ce qui va nous arriver dans la figure tout de suite, c'est le fait que le temps s'écoule différemment dans différents référentiels, et on parlera vraiment de vérification expérimentale de ça. Là, on fera des choses quantitatives et simples sur ça. D'accord ? Ça s'arrête là pour nous.